je vais vous parler d'une nouvelle démarche de santé publique en France, mais qui n'est pas nouvelle dans le monde, qui s'appelle l'évaluation d'impact sur la santé. Et je vais vous présenter donc notamment à partir d'une étude qu'on a faite sur des projets de transport dans le 93. Alors, en gros, ce que je voulais je vais vous replacer le cadre de cette démarche de santé publique. Euh, un peu vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par participation, parce qu'on parle là depuis ce matin de participation, mais en fait, la participation, elle a des niveaux, ça ne veut pas dire toujours la même chose, et donc c'est important de clarifier ce point-là. Je vais je vais vous expliquer ce que c'est qu'une évaluation d'impact sur la santé. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais aller un petit peu vite. Et comment, dans cette évaluation d'impact sur la santé, sur les transports, on a pu mettre en place une participation citoyenne et qu'est-ce qu'on a pu en faire. Voilà. Alors donc, cette démarche de santé publique s'inscrit dans ce qu'on appelle la santé dans toutes les politiques, qui est donc une approche de l'OMS qui vise à faire que tous les dirigeants et décideurs de tous les niveaux, local, national, international, prennent en compte des considérations de santé dans leurs projets, de façon à assurer le bien-être et l'équité dans l'organisation, dans la mise en œuvre dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs projets, et projets, politiques, programmes, etc. Donc, en fait, pour mettre en œuvre ce type de politique, il faut un certain nombre d'éléments, notamment une action gouvernementale concertée, c'est-à-dire vraiment un engagement gouvernemental pour que les différents secteurs travaillent ensemble. Donc, en France, on a déjà un outil qui a été mis en place, mais je ne sais pas si c'est réuni encore, qui est une commission interministérielle, justement, pour prendre en compte la santé dans toutes les politiques. Enfin, au bout d'un an, elle ne s'était pas réunie, mais peut-être que maintenant, elle s'est réunie. Je ne sais pas. Mais c'est très difficile, et donc en France, on n'est pas très en avance sur ces questions. Donc sur ces questions, sur le travail intersectoriel, c'est-à-dire entre les différents secteurs, par exemple les transports, le social, le sanitaire. Donc voilà, pour arriver à faire ça, il faut travailler en intersectoriel, il faut monter des partenariats, il faut établir de la confiance, il faut des processus très transparents, et puis il faut rendre compte rendre compte de ce qu'on fait. Les outils, je ne vais pas vous décrire tous les outils, je vais vous parler simplement de ceux qui sont en lien avec notre thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire les consultations au niveau de la communauté, les jurys citoyens. Bon, tout à l'heure, on a parlé d'un conseil, c'était un conseil citoyen, ce n'était pas un jury. Mais voilà, tout ça, ce sont des outils qui vont permettre justement mettre de la santé dans différentes politiques et programmes, les partenariats, et puis aussi analyser des projets, des programmes ou des politiques sous l'aune de la santé. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'évaluation d'impact sur la santé. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que l'EIS ? D'abord, en fait, elle repose sur le fait que toute politique ou tout programme qui n'est pas sanitaire va avoir des impacts inattendus, non pensés sur la santé de la population, donc des impacts positifs ou négatifs, mais en tous les cas, toute politique fiscale, un aménagement aura des impacts sur la santé de la population qui est concernée. Donc l'évaluation d'impact sur la santé, c'est une démarche donc systématique qui va utiliser un ensemble de données et de méthodes, on va y revenir, de méthodes d'analyse, qui prend l'avis en compte de toutes les parties prenantes du projet, y compris la population, pour identifier des impacts potentiels parce qu'on va se situer avant la mise en œuvre de cette politique ou de ce programme, donc sur la santé de la population et, chose importante, sur les groupes qui la composent, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des impacts différentiels, c'est-à-dire qu'il y a des groupes de la population qui auront un impact négatif, par exemple, alors que d'autres auront un impact positif. Donc il faut s'intéresser justement à l'ensemble de la population et aux sous-groupes qui pourraient avoir des impacts différents. Et donc c'est en cela que cette approche vise à réduire les inégalités de santé. Les inégalités de santé, qu'on a un objectif fort de rétablissement de l'équité. Donc l'objectif, cette méthode, c'est une aide à la décision, puisqu'en fait, elle s'adresse à des décideurs auxquels on va rendre des recommandations pour qu'ils modifient leurs projets de façon à minimiser les effets négatifs, mais surtout à maximiser les effets positifs. Les projets souvent ont plein d'effets positifs. On va leur donner de l'importance parce que parfois, dans un projet, finalement, il y a un axe qu'on ne va pas faire. Or, c'était justement celui-là qui était très positif.
Alors justement, donc pourquoi, pourquoi mettre en place, pourquoi s'intéresser aux autres politiques publiques par rapport à la santé? C'est que, comme vous le voyez sur ce schéma, en fait, le système de santé lui-même n'a un impact, n'a que, enfin comment dire, son impact sur la santé de la population n'est que de 15%. Par contre, les conditions socio-économiques, c'est-à-dire la façon de comment on vit, le logement, l'éducation, etc., ça c'est 30%, ça explique 30% de la santé d'une population. Évidemment, des facteurs individuels et génétiques, c'est aussi 30%. Et puis, les facteurs environnementaux, 5%. Bref, vous voyez que la santé, ce n'est pas simplement le système de santé et qu'on doit s'intéresser dans le même temps à l'ensemble des autres politiques publiques et conditions de vie de la population. Donc, c'est l'objet, c'est ce qui fonde un peu cette approche de santé publique. Donc des valeurs de l'EIS, je ne vais pas rentrer dedans, justice sociale, équité, démocratie, puisqu'on va justement s'intéresser, on va prendre en compte la vie de la population puisqu'elle est concernée par le projet, donc de la transparence, puisqu'on va on va utiliser plein de données, on va faire plein de cuisine pour évaluer des impacts, et il faut que ça soit extrêmement transparent. C'est basé sur des données scientifiques, mais aussi, donc nous on dit sur les experts, enfin, on a deux types d'experts dans cette affaire. On a les experts scientifiques, mais on dit aussi experts pour expertise d'usage de la population, puisque eux, ils ont une expertise de leur expérience. Évidemment, c'est donner de la parole aux sans-voix, comme on vient d'en parler. Durabilité, parce qu'en fait, on va s'intéresser aux effets à court terme de ce programme ou de cette politique, mais aussi aux effets à long terme. L'objectif global, c'est l'amélioration de la santé de la population et surtout la réduction des inégalités de santé. Alors, il faut qu'on définisse un peu ce qu'on entend par participation citoyenne. Alors, il y a une définition qui est la participation citoyenne, c'est un processus d'engagement obligatoire ou volontaire de personnes ordinaires. C'est pas péjoratif, hein, de personnes ordinaires agissant seules ou au sein d'une organisation en vue d'influer sur une décision portant sur des choix significatifs qui toucheront leur communauté. En fait, là, on est bien dans un engagement au dialogue et en fait dans un partage du pouvoir. C'est très important. Qui est-ce qu'on vise dans la participation citoyenne? Alors là, je regrette, j'ai mis un exemple américain, je ne sais pas pourquoi quand j'ai fait cette diapo. En fait, depuis les années 50, où on travaille sur la participation citoyenne, même si avant, il y avait des méthodologies qui prenaient en compte la participation des citoyens, ça s'est beaucoup formalisé dans le cadre des programmes de renouvellement urbain ou de lutte contre la pauvreté. Aux États-Unis, donc là, j'ai donné cet exemple, mais en France aussi, dans les années 60, et vous aviez les groupes d'action municipales, des choses comme ça. Et notamment, l'exemple le plus connu, c'est la ville de Grenoble, qui a donc beaucoup travaillé avec les citoyens pour construire un certain nombre de choses dans la ville, notamment des quartiers, pour rénover un certain nombre de quartiers. Donc voilà, ça c'est des exemples. Donc voilà, on est déjà sur des populations qui ne sont pas les gens qui ont l'habitude de parler. Alors, quel degré dans l'engagement citoyen? Ça, c'est fondamental. Il y a la grille d'Einstein en 8 niveaux qui va de la non-participation au pouvoir citoyen. Mais moi, je vais m'intéresser à l'Association internationale pour la participation du public qui a 5 niveaux. Le premier niveau qui est informé. Informer, c'est pas informer, ça peut faire partie pour certaines personnes, c'est de la participation. Consulter, donc on prend un avis, on ne sait pas ce qu'on va en faire, mais voilà, on consulte. C'est ce qui est le plus fréquent. Et notamment, par exemple, sur les projets de transport, par exemple, il y a de la concertation ou de la consultation. On peut aller à la mairie donner son avis sur le projet. Ça, c'est de la consultation. C'est une forme minimale de participation. Il y a impliquer. Donc là, on implique les personnes, c'est-à-dire qu'on va travailler un peu avec elles et on va prendre ou non une partie de ce qu'on aura fait avec elles. Il y a la collaboration, où là, on est vraiment dans un travail ensemble. On co-construit les choses. Et puis la dernière forme, c'est donc ce qu'on appelle l'empowerment ou l'empowerment, donner du pouvoir, donner de la capacité d'agir aux personnes. Donc là, c'est le stade ultime, et donc ça devrait être ça, la partie. Enfin, entre collaborer et donner du pouvoir, ce sont les deux formes vraiment qui représentent la participation citoyenne.
Alors, dans une évaluation d'impact sur la santé, pourquoi on fait participer les habitants? D'une part, parce qu'on a toute une phase où c'est important de connaître les préoccupations de la population, parce que donc ils ont une expertise sur leur expérience qui est importante et on la met au même niveau que l'expertise scientifique, il faut le savoir. Ensuite, parce que effectivement, dans les priorités qu'on va donner ou dans l'analyse, il faut être sûr que la réalité du terrain correspond bien à ce qu'on comment dire, à ce qu'on analyse, à ce qu'on veut faire. D'autre part, ça permet de créer un terrain favorable à l'implantation des recommandations, puisqu'effectivement, si les gens sont d'accord avec s'ils ont co-construit ce qui va être proposé, c'est quand même plus intéressant. Et puis donc, on a cet objectif de développer le pouvoir d'agir de la population, c'est-à-dire individuellement ou collectivement, mobiliser les gens, un peu les politiser. On va y revenir. Donc, l'exemple que je vais vous donner, c'est cette première évaluation d'impact sur les transports qu'on a fait en Île-de-France, donc sur la communauté d'agglomération de Plaine Commune, qui regroupe 9 communes de Seine-Saint-Denis, les 9 communes les plus pauvres. Donc, l'objectif pour Plaine Commune, c'était de vérifier que les nouveaux transports seraient bénéfiques à tous leurs habitants. En termes de santé, d'inégalité, ils avaient déjà beaucoup de notions sur les difficultés. Enfin, c'est un endroit un peu désertique en termes de transport. Donc, ils avaient déjà idée qu'il y avait de gros problèmes. Et puis, pour l'ARS, nous, c'était tester ce nouvel outil dans un territoire très inégalitaire, voilà, pour voir comment on allait s'en sortir. Donc oui, voilà, 9 communes, 400 000 habitants, beaucoup de personnes migrantes, beaucoup de difficultés sociales, beaucoup de difficultés sanitaires, beaucoup d'indicateurs de santé très mauvais. Et surtout, donc, un réseau de transport déficitaire, mais qui, dans le cadre du Grand Paris, allait se densifier énormément. Donc sur ce territoire, en fait, on avait 40 projets de transport entre des nouvelles lignes, des nouvelles gares, des prolongements de lignes, un peu de voirie. Et donc, on a choisi 3 transports dans le cadre d'un comité de pilotage avec une méthode de priorisation et des critères qui avaient été choisis avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, bref, on a 3 transports. Une tangentielle nord qui désenclave le nord des communes, un tramway. J'ai pas de truc là. Si, non. Enfin, un tramway qui va du centre de Saint-Denis à Paris et une gare du Grand Paris, Saint-Denis-Pleyel, qui est une très très grosse gare. Donc en fait, la question c'est faire participer la population. Donc comme je vous ai dit, on était dans un objectif de réduction des inégalités. Donc pour ce faire, il nous fallait faire participer des personnes qui n'ont pas l'habitude de parler publiquement, qui n'ont pas l'habitude du tout de donner leur avis. Donc, notre objectif, c'était d'une part de limiter, de réduire les limites récurrentes des dispositifs participatifs, qui sont, on va chercher, donc voilà, alors c'est écrit. On va chercher les gens les plus éloignés de la parole publique et des lieux de décision. Et on ne se contente pas de la participation en général institutionnelle où on a toujours les mêmes qui viennent aux réunions, que ce soit les conseils de quartier ou autres, qui ont l'habitude de parler, de discuter. D'autre part, on était là dans le cadre où, au fait, ces gens-là, ils n'avaient rien demandé. Ils n'avaient pas envie d'aller donner leur avis sur un projet de transport. Donc, il fallait faire correspondre une offre de participation à une demande. Donc, l'idée, c'était d'aller les voir pour leur demander comment ils vivaient leur transport sur leur commune. Et puis, petit à petit, faire émerger la question de la santé et des transports. Et puis après, leur proposer, leur parler du projet et leur demander, bon, pour ce projet-là, qu'est-ce que vous pensez? Comment ça va améliorer vos conditions de vie, etc., etc. L'idée, c'était d'avoir des effets sur des décisions, c'est-à-dire de construire des recommandations. Donc, ce qu'on voulait, vous allez voir beaucoup de focus group sur les 3 projets. Et donc, on voulait construire une parole collective pour chacun des projets. Donc, on a travaillé les focus group, on les a fait travailler petit à petit. Enfin, on partait d'un groupe, on retravaillait sur ce qui avait déjà été produit, et voilà, et ainsi de suite.
Bon, évidemment, comme on l'a déjà dit, il faut être très clair quand on organise une participation citoyenne sur quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'il en sort. On a bien expliqué aux participants que ce n'est pas eux qui allaient décider au final comment on allait modifier les projets de transport. C'est les décideurs, c'était la Société du Grand Paris, c'était la SNCF, etc., qui allaient avoir le mot final. Mais néanmoins, on a donc construit une participation citoyenne qui permettait d'aller assez loin, vous allez voir, dans la participation, avec une co-construction, et ensuite, pas une interpellation, mais un échange avec les décideurs en réunion publique. Alors, les étapes, justement. Donc, on a en fait... il n'y a plus que... Je dépasse. Tu dépasses, mais on t'écoute avec... Non, alors... Je vais aller... Bon, voilà. 5 minutes, ok. 10 focus group, donc avec des groupes qui n'ont pas l'habitude de parler, justement, de s'exprimer. Les jeunes filles de 15 à 18 ans, voilà, les jeunes filles, jamais dans un groupe, dans la participation, jamais de jeunes filles issues de familles en difficulté. Des femmes intergénérations, et où il y avait pas mal de femmes migrantes, donc des groupes d'adultes mixtes, des personnes sans emploi, des jeunes en difficulté d'orientation, des étudiants. On les a tous rencontrés sur leur lieu par l'intermédiaire d'associations qui travaillent avec eux, et donc c'est comme ça qu'on a pu les joindre. Et comme il y avait des tiers relais de confiance, on a pu parler avec eux. Voilà, très bien, ils ont participé sans problème. À un moment, on a co-construit, on a analysé tout le matériel qu'on avait recueilli avec eux. Ça nous a permis d'évaluer les impacts et de faire un premier jeu de recommandations. Après, on a co-construit avec eux des recommandations sur un certain nombre de champs. Au cours d'une réunion publique, un soir, on avait été tous les chercher dans des bus, puisqu'on était dans un problème de transport avec des grandes difficultés. Donc on avait organisé de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème pour participer à cette réunion. C'est vraiment très important. C'est des détails, mais ça compte. Ensuite, on a préparé la réunion publique où ils allaient échanger avec les décideurs sur des recommandations. Donc on a discuté avec eux des recommandations. Ils ont choisi celles qui leur importaient le plus pour pouvoir s'adresser en public, n'est-ce pas? Parce que c'était là. Aux décideurs, à tous les gens qui étaient là. Donc voilà, il y a eu une réunion publique avec beaucoup de monde pour des gens qui n'avaient jamais participé à des réunions, qui n'avaient jamais parlé en public, devant donc des élus et puis tout un monde, des journalistes, des médecins. Et puis aussi, dernière phase de cette action d'empowerment, c'est qu'on a co-réalisé avec eux, enfin ils ont co-écrit un petit 4 pages sur cette étude, avec les recommandations, de façon à pouvoir avoir un outil de mobilisation, puisque en fait l'idée c'est on a un groupe qu'on mobilise, qu'on politise, et pour que lui après puisse aller voir les décideurs, enfin les élus de leur mairie, pour pouvoir porter les recommandations qui leur importent. Alors, je vais accélérer. Donc voilà, ça c'était juste des éléments sur... Ils nous ont aidés tout au long des étapes de la construction de cette étude. Et plus particulièrement, donc, avec leurs paroles, on était dans une phase... Je reprends la grille, parce que ça c'est important, l'échelle de la participation. On était dans l'implication avec eux, dans l'utilisation de leurs paroles. On était dans la collaboration avec eux, dans la co-construction des recommandations. Et en fait, dans les échanges avec les décideurs en séance publique et dans la collaboration du 4 pages, on était du coup dans un début d'empowerment. Donc en gros, cette participation des habitants a amélioré l'efficacité de l'évaluation d'impact sur la santé, parce qu'on a donc, voilà, ça a précisé tous les outils qu'on construit dans une évaluation comme ça. Ça a amélioré la qualité de l'analyse, la pertinence des recommandations et aussi la réception de l'évaluation d'impact par tous ceux qui l'ont reçu, les membres du comité de pilotage, donc que ce soit les transporteurs, les élus, etc. On a aussi contribué un peu au pouvoir d'agir des habitants par l'échange avec les décideurs. C'est cette première étape pour eux, première action politique au fond, et puis par la réalisation de l'outil de mobilisation. En fait, ce qu'on pense, c'est que c'était notre première évaluation d'impact sur la santé. Et donc, ce qu'on veut maintenant, c'est aller beaucoup plus loin et être dans la collaboration dès le départ pour pouvoir être dans une participation exemplaire, maximum, et pour que les habitants puissent ensuite puissent agir. Voilà.